Je suis Anne Boisdequin, je suis la petite fille de Raoul Boisdequin. Mon grand-père, il tenait tout. J'avais trouvé le coffre chez lui lors du déménagement et j'ai gardé le coffre en me disant que j'allais un petit peu fouiller quand j'aurais le temps. Voilà, c'était la grande découverte. J'appelle ça le trésor. Bien sûr, la guerre, il y a tellement de gens qui ont écrit sur la guerre. Ça a une valeur surtout, parce que c'est papa. Maman a fait relier tous ces livres. Après sa mort, et je ne veux pas que ça se perde. Il n'y en a pas deux. Enfin, il y a une copie, soi-disant, je ne l'ai jamais vue, la copie. C'est effectivement un journal de guerre qu'on a retrouvé lors du décès de la tante de mon épouse lorsqu'on a vidé une maison et qui appartenait à la famille depuis sa construction au début du XXe siècle. On commençait à nettoyer par le vide et il se fait que je suis moi-même historien. Et donc à un moment donné, je suis arrivé, j'ai vu les papiers qui étaient prêts à être embarqués, on a regardé, et puis à un moment donné est sorti ce document qui était bien titré « Journal de guerre d'Hélène Dansart ». Et puis en ouvrant, je me suis dit « Ah, ça c'est sans doute intéressant ». C'est le journal donc, qui a été écrit de manière quotidienne par Adolphe Amby, donc mon arrière-grand-père. Ce qui s'est passé ici, à mon avis, c'est comme Adolphe Amby a perdu sa fille, une de ses deux filles, le 28 octobre 1918, et sa femme le 12 novembre, je pense que dans la mémoire familiale, ça a été très douloureux. Et peut-être que, c'est une explication, que ces livres sont restés un peu confinés. On n'a pas voulu rouvrir cette page douloureuse. Et bon, quand on me les a donnés, dans les années 90, 95, je ne sais plus exactement quand, alors que j'ai pris conscience que c'était important, et j'ai demandé à la ville de Mons de les numériser 2010-2012, pour que ce soit analysé. Évidemment, un grand principe de base quand on découvre des archives de quelqu'un, c'est que ce quelqu'un les a lui-même conservées. C'est-à-dire que mon père était quelqu'un de très attaché à l'écriture, mais aussi très attaché à la mémoire. Et si ces objets nous sont parvenus, c'est que lui, d'abord, les a conservés. Au moment où mes parents ont déménagé, à qui vont ces archives? Ma sœur aînée. Ma sœur aînée, après une dizaine d'années, déménage. Ma sœur Bernadette les reçoit et ma sœur Bernadette ouvre ses caisses et dit voilà, mais voilà, qu'est-ce que je vais faire de ces caisses? Je vais en parler à mes frères et sœurs. Et puis, ils m'ont désignée comme étant l'attributaire de ces archives. Je n'ai pas refusé, je les ai emportées et je suis tombée sur un amas évidemment de manuscrits et de choses toutes plus émouvantes les unes que les autres. Et au milieu de ces choses, ces deux petits carnets dont mes frères et sœurs n'avaient absolument pas la connaissance, donc on ne savait pas que ça existait. Je savais que mon père avait des documents, des photos, un carnet de notes qu'il disait précieux. Tout cela se trouvait dans une boîte. Je l'ai vu à un moment donné dans ma jeunesse, mais je n'ai pas regardé de manière plus approfondie. Et à un moment donné, quand je suis devenu retraité, j'ai commencé à essayer d'approfondir cette histoire terrible pour ceux qui l'ont vécu, en l'occurrence les 5 enfants qui sont devenus orphelins au moment de l'exécution de mon grand-père, fusillé par les Allemands le 6 novembre 1915. Hélène Dansart, qui est l'auteur du carnet, était la fille d'un couturier qui se trouvait rue des Capucins. Et donc, dans cette famille, il y a eu un certain nombre de musiciens. Elle a très vite été considérée comme virtuose, puisqu'à 13 ans, elle avait accumulé pratiquement tous les prix de conservatoire. On a effectivement des documents où elle a tourné, où elle a commencé à tourner en Europe, en Suisse, en Angleterre, etc. Et la guerre de 14 vient sans doute stopper cette carrière, puisque manifestement, elle ne parle pas en tout cas d'activité musicale durant la période que couvre le carnet. Samedi 22 août 1914. Dès aujourd'hui, il ne nous parvient plus ni lettre ni journal. Mons est séparé du monde. C'est pourquoi je me décide à écrire pour mes petits-enfants les événements qui vont se passer chaque jour dans notre région. Suivant les rumeurs qui circulent, de violents combats
se sont engagés pendant toute la matinée du côté de Morage-Strépy-Bracny, la Louvière, entre les troupes anglaises qui viennent d'entrer en Belgique et les Allemands qui poussent devant eux des masses torrentueuses de soldats. Mon grand-père a été recruté pour faire partie d'un réseau d'espionnage pour la surveillance des chemins de fer. Il était le chef d'un poste d'observation à Mons, à un endroit où les 2 premiers postes d'observation pour ce réseau d'espionnage ont été créés. Et à un moment donné, il a été dénoncé et il a été donc arrêté par la police secrète allemande et incarcéré à la prison de Saint-Gilles. Il a été détenu pendant une période de 112 jours et il n'a plus jamais pu revoir ni son épouse ni ses 5 enfants. Hélène Dansart donne ses impressions, grosso modo, à partir du début de la guerre, d'août 14, jusqu'en mars-avril 1915. Elle reprend quelques mois en 1916 et puis elle reprend à la Libération en 1918. Alors qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte en fait pas la vie quotidienne, mais toutes les rumeurs qu'on peut avoir au début de la guerre. Et c'est assez étonnant parce que les rumeurs, c'est non, on va gagner, enfin, ils sont en train de revenir, mais on est même début 1915. Quoi. Manifestement, on n'est pas nécessairement très au courant de ce qui se passe. Si, immédiatement, ils ont connaissance du nombre de tués énorme à Maubeuge. Ça oui. Ils entendent des choses, ils voient des avions passer. Et puis elle comptabilise aussi tout ce qui se passe devant chez elle. Les régiments de Ulan. Même d'ailleurs, on se demande, enfin, elle aurait été prise, on aurait retrouvé ça au moment où elle les écrit, c'est presque de l'espionnage. Là. Elle note, il y a autant de caisses de munitions qui sont passées, c'est presque un travail d'espionnage, mais le but n'était certainement pas celui-là. En 1914, papa faisant un voyage avec son père à Bordeaux, et écrivait toujours ses notes de voyage, et la guerre est arrivée subitement, il n'a pas pu rentrer de Bordeaux. Donc il a dû rentrer, c'était catastrophique. Et puis il s'est dit, je vais continuer d'écrire ce carnet parce que tout me paraît intéressant dans ce qui arrive maintenant. C'est vrai, on ne s'y attendait pas du tout, hein, la guerre 14, pas du tout. C'est pris vraiment au jour le jour. C'est très détaillé, hein. Trop, presque trop. Quand on lit quelque chose qui s'est passé pendant la guerre, la télévision, dans les journaux, et je regarde ce que papa en dit. Tiens, 14 octobre, il en parle. Il écrivait très vite, sans ponctuation du tout. Et puis il relisait et il ponctuait. Il ne faut pas perdre de temps. Un trésor, je dis. Parfois il écrit le matin, parfois le soir, parfois à midi, parfois 3 fois par jour, parfois à la lueur d'une bougie, parfois sous les bombardements. Et donc ce ne sont pas des textes qui ont été revus après. Donc il écrit quasiment en tremblant, quoi. Où il ne sait pas si la bombe va tomber sur sa maison et il est en train d'écrire. Voici le fameux carnet de notes. Quand j'ai pu lire attentivement cet écrit, je ne vous cache pas que j'ai été pris d'une émotion qui n'est pas explicable. Il a eu ce courage, à quelques heures de sa mort, de pouvoir écrire à son épouse, à ses enfants. Ma chère Laure, je vous écris une dernière fois après le départ du prêtre, qui vient de m'avoir annoncé ma mort demain, 6 novembre à 8 h du matin. J'ai demandé plusieurs fois à vous voir, mais suis toujours resté sans réponse. Je vais donc mourir sans vous avoir dit le dernier adieu, ainsi qu'à mes chers enfants, que c'est pénible. Je vais mourir avec regret pour vous autres, et non pour moi, car je considère que la vie qui devra se continuer après cette guerre si atroce
sera remplie de douleur pour ceux qui ont du cœur. Car trop souvent, on aura sous les yeux soit un estropié, ou une veuve, ou des orphelins, ou des enfants sans père comme les miens. Jour béni de notre délivrance, dit 11 novembre, lundi. Les troupes canadiennes qui depuis hier soir nous entouraient sous le commandement du général de brigade Clark s'emparent de la ville de Mons et font leur joyeuse entrée à 3 heures du matin. Tous les Allemands sont partis et malheur à ceux qui s'y trouvent encore. Ils seront traités comme des espions. Ainsi finit la tâche que nous avons entreprise le 23 août 14. Elle a dépassé nos prévisions. Nous avons bravé les dangers auxquels nous étions exposés en écrivant des lignes que les perquisitions pouvaient découvrir et trouver séditieuses et blessantes. Puissent ces pages présenter parfois quelque intérêt à nos enfants et nos petits-enfants qui en prendront connaissance. Qu'ils se souviennent de l'affection que ma femme et moi leur portons. Adolphe Amby, 11 novembre 1918. En fait, si j'ai été aussi attachée à cette découverte, c'est que très âgé, mon père nous parlait encore quelques années avant sa mort, ou quelques jours avant sa mort, des Canadiens. Parce que les Canadiens, quand ils prononçaient le nom de Dickinson ou de Bentley, il pleurait, mon père. Et donc ça nous a frappé quand nous étions âgés. Et puis de retrouver ça comme ça, à l'état brut, et que lui ne le savait même plus à l'époque où il nous en parlait, qu'il avait écrit ça. Ce qui prime, c'est une découverte, quoi. C'est un peu comme un chercheur d'or qui trouve une pépite. Et voilà. Ce qu'il faut dire, c'est que ce texte, des extraits sont exposés dans les vitrines du MMM, le Mons Memorial Museum. Et ce MMM se trouve à la machine à eau. La machine à eau se trouve boulevard de Lay. Et les textes ont été écrits depuis le numéro 5 du boulevard de Lay. Voilà, la vie a fait que c'est moi qui suis à l'origine de cette passation et je pense que je m'y retrouve. Je suis heureuse d'être à cet endroit-là de l'histoire de mon père.